Vous en avez forcément entendu parler. Des millions de Français utilisent ces services pour trouver un médecin près de chez eux. Un succès tel que la start-up française a réussi à lever 150 millions de dollars auprès d'investisseurs internationaux. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et je vais vous raconter ce qui se cache derrière la réussite de Doctolib. Il était une fois 4 jeunes entrepreneurs français. En décembre 2013, ils lancent Doctolib, un nouveau concept, permettre aux Français de prendre rendez-vous avec un docteur en se connectant à un site internet. Plus besoin de passer un coup de téléphone pour joindre le secrétariat du médecin. Plus besoin de supporter la musique d'attente répétitive et lancinante pour obtenir un rendez-vous gratuitement chez son dentiste ou son généraliste. Au départ, il y a 50 professionnels partenaires. 5 ans plus tard, ils sont plus de 75 000 à utiliser ce service d'agenda et de gestion des rendez-vous. Le site revendique plus de 30 millions de visites par mois. La start-up de 10 personnes est devenue une PME de 750 employés qui vaut plus d'1 milliard de dollars. C'est ce que l'on appelle une licorne. Je m'arrête un instant, car vous vous demandez peut-être ce que cet animal imaginaire vient faire ici. Une licorne, c'est une start-up de la tech, non cotée en bourse, qui a moins de 10 ans et qui a franchi le cap du milliard de dollars de capitalisation. Mais d'où vient ce nom ? On le doit à une spécialiste du capital risque, l'américaine Aileen Lee. Elle a réalisé il y a 5 ans une étude qui montrait que moins d'une start-up sur 1000 atteignait une valorisation supérieure à 1 milliard. Et pour illustrer son propos, elle a cherché un terme vendeur, tourné vers la culture geek, pour désigner ces entreprises. Elle cherchait quelque chose de magique, de sympathique, tout en étant rare et puissant, la licorne. Rares, elles le sont. On en compte environ 330 dans le monde. Certaines sont très connues, comme Uber, SpaceX ou Airbnb, et il n'y en a que 4 en France. Blablacar, Deezer, OVH et depuis peu, Doctolib. Et je me suis demandé pourquoi il n'y en avait pas plus. Est-ce que c'est un problème d'idées, un problème de compétences ou un problème d'argent ? L'argent, je sais qu'il y en a. L'an dernier, en France, les startups ont attiré plus de 3,5 milliards d'euros de la part d'investisseurs. Il y a eu 650 projets financés et parmi eux, 40 sociétés ont pu lever au moins 40 millions d'euros contre 3 seulement en 2017. De l'argent, il y en a pour les startups, mais y en a-t-il pour les licornes ? Et pourquoi Doctolib a-t-il besoin d'aller chercher un fonds américain, General Atlantic, pour financer son développement ? Pour répondre à ces questions, le mieux placé, c'est Guillaume Brégeras. Il est responsable du service Startup aux Échos et des levées de fonds de 150 millions d'euros, il n'en voit pas tous les jours. L'année dernière, il y en a eu 3 qui ont levé plus de 100 millions. Et en quoi c'est un événement ? En quoi c'est important ? C'est important parce que ça permet d'envisager une croissance forte pour une entreprise et d'en faire devenir un des premiers champions. Google, Facebook ont démarré comme ça. Elles ont démarré sur une petite idée, des investisseurs ont injecté des fonds, le marché a répondu correctement et elles ont eu une très forte croissance. Et aujourd'hui, on connaît la taille de ces entreprises. Ça veut dire qu'il y a des hommes, il y a des entreprises, des idées, des débouchés. Pourtant, dans le cas de Doctolib, mais aussi de l'éditeur de jeux vidéo Voodoo ou du site de streaming musical Deezer, eh bien, les principaux apporteurs de capitaux ne sont pas français, mais chinois et surtout américains. Pourquoi ? Alors, les apporteurs de capitaux sont principalement français jusqu'à un certain montant, jusqu'à des tours de table environ de 20 millions d'euros. Ensuite, c'est vrai que ceux qui prennent le relais, alors les Français sont toujours présents après, mais ils le sont de manière minoritaire. Et dans le cadre de Doctolib, par exemple, c'est un fonds américain, General Atlantic, qui a pris le ticket le plus important. C'était le cas de Voodoo, c'était Goldman Sachs. Voilà, c'est le cas de toutes les grosses levées de fonds. Pourquoi ? Parce qu'en France, on n'a pas de fonds suffisamment forts. Alors, il y a Partech, qui est un fonds qui est très bien doté, qui est l'un des plus grands en Europe, mais il est tout seul. Donc, pour financer ces grandes boîtes qui sont quand même encore risquées, il faut des capitaux importants. Et là, c'est vrai qu'on se tourne principalement vers les capitaux plutôt anglo-saxons, un petit peu asiatiques, ce qui est une bonne nouvelle, parce qu'il y a 10 ans, dans la Silicon Valley, personne n'aurait misé sur une boîte française. C'est un écosystème qui croît très rapidement,
mais qui a besoin encore de croître un peu. Donc le jour où on aura 10 licornes, avec des fonds français qui auront investi dedans, qui auront gagné aussi beaucoup d'argent, ça leur permettra à eux d'aller demander plus de fonds, plus de moyens à leurs propres investisseurs et donc de construire des fonds d'investissement plus importants. Mais les entrepreneurs ont le choix aujourd'hui. C'est-à-dire, vous êtes entrepreneur français, vous êtes à la tête d'une entreprise, d'une start-up qui a une forte croissance, qui est bien installée sur son marché, vous avez le choix des investisseurs. C'est plus l'investisseur qui va choisir l'entreprise, c'est vraiment l'entreprise, c'est l'entrepreneur qui va choisir l'investisseur. Et souvent, il y a 2, 3, 4, voire 5 fonds de taille très importante qui font des propositions de valorisation qui sont plus ou moins intéressantes pour les fondateurs. Et c'est eux qui finissent par choisir. Alors dans ces cas-là, pourquoi est-ce qu'ils choisissent un investisseur étranger ? Dans le cas de Doctolib ou les autres, la clé, c'est vraiment l'internationalisation. Si vous voulez devenir une très grande entreprise, il faut être international. Pour être international, ça ne se décrète pas. Vous ne claquez pas des doigts. Il va falloir aller dans un pays, il va falloir recruter un directeur souvent en langue native, qui a de l'expérience, qui est capable de déclencher des contacts sur place, de recruter une équipe. Et tout ça, ça se fait avec l'aide de quelqu'un. Et en général, les fonds sont bons pour ça. Les fonds anglo-saxons sont d'une grande aide. C'est à ça que va servir aussi les 150 millions levés par Doctolib, financer la croissance à l'international ? En partie, et l'autre partie, c'est pour développer une des autres facettes qu'il propose, qui est la vidéoconsultation, qui est vraiment un nouvel outil qui est très développé depuis septembre dernier, puisque depuis septembre dernier, en France, vous pouvez être remboursé par la sécurité sociale de cet acte médical, et donc ils ont un outil qui permet de faire ça. Les téléconsultations. En 6 mois, la sécurité sociale en a déjà remboursé près de 8000. Vous vous demandez peut-être comment ça marche ? On a retrouvé justement sur le site de Doctolib une vidéo de présentation de la téléconsultation. Quelques minutes avant le rendez-vous, le patient est invité à se connecter à la salle d'attente virtuelle. Lorsqu'il est connecté, le médecin est averti à son tour. Dès qu'il est disponible, il peut alors démarrer tout simplement la vidéoconsultation avec le patient. Si besoin, à la fin de la consultation, le médecin peut fournir une ordonnance au patient, qui la trouvera alors dans son espace sécurisé sur Doctolib. Il facture le montant approprié en un clic et transmet la feuille de soins à l'assurance maladie pour que le patient soit remboursé. Qu'est-ce qui manque en fait pour que ces startups de la French Tech deviennent des licornes et grossissent encore ? En fait, qu'est-ce qu'il manque ? Il manque ce qu'on ne voit pas ou encore mal aujourd'hui, mais qui existe, c'est-à-dire un terreau d'entreprises qui ont une valorisation de quelques centaines de millions, qui ont des marchés, qui sont en train de croître, mais qu'on voit aujourd'hui en sous-jacent, c'est-à-dire que vous avez une cinquantaine d'entreprises qui ont levé entre 20 et 50 millions d'euros, et ça, c'est les futures licornes potentielles. Donc elles sont là. C'est des baby licornes, des poneys, peu importe le nom que vous leur donnez. Et dans quelques années, toutes celles qui vont réussir à renforcer leur croissance vont devenir potentiellement des licornes. Il y a des secteurs qui ont effectivement le vent en poupe en France. On a de très très bons ingénieurs, on a de très bons doctorants en intelligence artificielle. Donc sur tout ce qui est d'un point de vue technologique fort, on a vraiment des atouts incomparables, je pense, dans le monde, on peut le dire. Et il va falloir capitaliser là-dessus. Et c'est pas simple parce que de la technologie naît une idée, de l'idée peut naître un business, et de ce business, il faut ensuite le déployer. Tout ça est une longue chaîne sur laquelle il faut des intervenants de qualité. On les a, mais il faut aller vite. Il faut savoir prendre des risques. Et ça, c'est un petit peu moins dans la nature des Français, bien que ça change. Et donc, voilà, tout va se jouer là-dessus. Il y a aussi un point important pour ces entreprises, pour ces investisseurs qui viennent mettre 50 millions, 100 millions sur une entreprise pour miser sur l'avenir, c'est la question de la porte de sortie. Et là, il y a aussi un problème que vous avez identifié ? Ah ouais, il y a un gros problème en France, en Europe, qui est le manque de sortie. Ce qu'on appelle une sortie, c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes financé par du capital risque, il faut que les investisseurs puissent retrouver leur argent en gagnant le plus possible. Donc il y a 2 options, soit l'entreprise se revend à un groupe, soit elle s'introduit en bourse. Les introductions en bourse dans la French Tech, vous avez Business Subject, vous avez Criteo et vous avez Talend. Voilà les 3 exemples qu'on a sur les 10 ou 15 dernières années. C'est maigre. Donc là, il y a un vrai challenge qui se pose, mais qui est d'un point de vue beaucoup plus macroéconomique et qui concerne l'Europe en entier. Et de la même manière, sur les entreprises, les rachats
lorsqu'elles se font par des entreprises françaises, voire européennes, elles se font quand même à des montants assez peu élevés, c'est-à-dire assez tôt dans l'histoire de la start-up, ce qui ne permet pas non plus de générer des grandes entreprises et suffisamment de cash aussi pour derrière que ça soit réinjecté. C'est-à-dire qu'avant d'être licorne, finalement, elles sont rachetées. Elles sont rachetées très tôt dans leur aventure et finalement, donc, elles ont pas eu le temps de vraiment émerger. Et donc, lorsqu'elles sont absorbées par ce grand groupe, dans le meilleur des cas, ça devient un département qui trouve sa voie. La plupart des cas, c'est quand même difficile. On a en tête le rachat de Weezings par Nokia, qui s'était fait à 200 et quelques millions d'euros. Et Nokia l'avait complètement dévalorisé puisqu'il l'avait dans ses propres comptes, puisqu'il n'avait pas pu en faire quelque chose. Et c'est finalement l'un des fondateurs de Weezings qui a racheté à Nokia pour aujourd'hui en refaire une société indépendante. Et peut-être une future licorne un jour, parce qu'elle est présente dans le domaine notamment de la santé, également avec des balances connectées. Exactement, l'e-santé. Mais au-delà de la France, est-ce que le problème n'est pas européen ? Alors, il y a effectivement un problème européen qui est aujourd'hui, on l'a rappelé, le manque d'investissement, la capacité d'investissement qui est encore assez faible si on compare aux États-Unis et à l'Asie. Donc là-dessus, il faudrait effectivement avoir un socle financier plus important. Et le deuxième aspect, c'est l'aspect légal. Blablacar le raconte très bien. Le jour où il a voulu aller en Europe et s'étendre en Europe dans d'autres pays, dans chaque pays, c'est une nouvelle législation. Donc à chaque fois, vous êtes obligé de recommencer, comme si vous partiez de zéro, recréer une entreprise, avoir des frais d'avocat importants. Tout ça rend les choses très, très difficiles. À l'inverse, quand vous êtes aux États-Unis, vous créez une entreprise, vous avez tout de suite un marché de 400-500 millions de personnes, vous êtes sur l'équivalent d'une taille géographique à celle de l'Europe. C'est comme si une entreprise américaine se lançait uniquement au Texas. Ça ne ferait pas trop de sens. Aujourd'hui, une entreprise européenne, elle se lance dans son propre pays. Ça ne fait pas trop de sens quand vous avez un marché de 500 millions qui est là à votre portée. On a l'impression qu'on part avec un boulet au pied, en fait, quand on veut développer une entreprise. Avec un boulet au pied, ou alors avec l'ambition de tout de suite partir quand ça marche bien aux États-Unis ou en Asie, ce qui rend les choses quand même plus compliquées. Et là aussi, avec le risque finalement de voir des pépites devenir étrangères. Souvent, elles sont rachetées par des étrangères, ouais. Merci beaucoup, Guillaume. Merci, Pierrick. On ne sait pas exactement combien General Atlantic a mis d'argent sur la table. On parle de 100 millions de dollars. Alors ça ne veut pas dire que les fonds français n'y ont pas participé. Au contraire, on trouve dans son tour de table quelques grands noms comme Eurasio ou la banque publique d'investissement BPI France. Certains accompagnent Doctolib depuis des mois, mais pourquoi n'ont-ils pas mis plus ? Ils en auraient les moyens. Selon les chiffres de l'association France Invest, les fonds de capital investissement ont levé plus de 15 milliards d'euros en France auprès de leurs clients l'an dernier, de quoi financer une centaine de Doctolib. Aux Échos, la spécialiste des fonds d'investissement, c'est Anne Driff. Je lui ai posé la question. Que font-ils de leur argent et pourquoi est-ce qu'ils n'investissent pas plus dans les futures licornes françaises ? L'idée communément véhiculée, c'est qu'on manque de gros fonds capables de mettre des gros tickets. Donc il y a Partech, il y a Idinvest, Kinsight, et puis après, il n'y a plus personne ne sait faire. Parce que pour un ticket de 70, 100 millions d'euros, il faut en gros des fonds d'1,5 milliard, 2 milliards. Et donc ça, on n'en a pas foison. En France, les fonds américains sont aussi capables de surpayer. Pourquoi ? Parce qu'aux États-Unis, les prix sont beaucoup plus élevés dans les tours de table qu'en Europe. Donc en relatif, ils sont capables de mettre des gros tickets aussi plus facilement en France ou en Europe en général. Tous les grands patrons de fonds de tech français, ils ont vécu les années 2000, donc la bulle des années 2000. Donc, ils sont assez prudents globalement. Et par exemple, sur Doctolib, ce qu'on m'a raconté, c'est que Partech, ils avaient discuté, ils avaient bien identifié Doctolib, ils avaient discuté bien en amont avec le fondateur, mais ils se sont dit, nous, on n'est pas prêts à mettre un ticket sur une valorisation aussi importante. Mais à l'inverse, il y a aussi des startups sur lesquels ils sont capables d'aller vite et de devancer des fonds anglo-saxons. Par exemple, si on reprend Partech, il y a Apital, ils ont levé 23 millions d'euros, donc c'est eux qui ont le lead sur des fonds anglo-saxons. Donc il y a un peu une course. Mais à la fin, est-ce qu'on peut se demander aussi si ça fait sens d'opposer vraiment des fonds français avec des fonds étrangers ? C'est pas forcément certain, parce qu'ils ont besoin de travailler de concert, parce qu'à l'inverse, on ne parle pas aussi des fonds français qui vont aller financer des startups étrangères. Enfin, il y a aussi un mouvement inverse qui s'opère, donc ils ont besoin de travailler en concert.
pour s'appeler sur des tours de table aussi en France, mais aussi à l'étranger. Parce qu'on ne peut pas imaginer des tours de table aussi franco-français. Les entrepreneurs ont besoin des fonds étrangers pour aller se déployer aux États-Unis parce qu'ils ont le réseau, ils connaissent d'autres entrepreneurs, d'autres startups, des concurrents. Enfin, ils peuvent les développer, les aider dans leur business plan derrière. Blablacar, Deezer, Doctolib, OVH, Open Classroom, Believe Digital, Evaneo, Ledger, ce sont les licornes et peut-être futures licornes françaises. Elles ont déjà levé plusieurs dizaines de millions d'euros, c'est donc possible, mais ce n'est qu'une étape pour des sociétés souvent très jeunes, un passage obligé pour croître. Et là, je me suis dit quand même que cela devait tout changer aussi pour l'entrepreneur. Voir un fonds miser 100 millions sur son projet, un fonds américain qui plus est. J'ai eu envie de savoir comment ça se passait. Pourquoi ne pas demander à quelqu'un qui en est déjà passé par là ? Frédéric Mazzella, c'est le fondateur de Blablacar, le site de covoiturage. Il a levé 200 millions de dollars en 2015, auprès notamment de 2 fonds américains. Il était en déplacement en France, mais j'ai pu le joindre par téléphone. Pour lui, ouvrir son capital à des Américains, c'était presque une évidence. C'est aussi parce que quand on arrive dans une gamme où il faut lever plus de 100 millions, franchement, il n'y a pas grand monde qui peut mettre des sommes pareilles. Et en fait, quand on fait le tour de la France ou de l'Europe, c'est assez difficile de trouver des fonds qui mettent ce genre de sommes-là sur des sociétés encore très jeunes. Je parle de tours sur des sociétés encore jeunes. Et donc, du coup, c'est vrai que les Américains qui ont plus l'habitude de ces sociétés-là, sont aussi beaucoup mieux équipés au niveau des fonds pour investir des grandes sommes sur des sociétés jeunes. Ils ont beaucoup d'expérience de sociétés similaires, beaucoup d'expérience de fondateurs similaires aussi. Ils connaissent bien les problématiques que traversent les équipes. C'est extrêmement intense. Faut voir ça un petit peu comme du sport de haut niveau, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est une pression très très forte, c'est une obligation très forte et une volonté d'hypercroissance qui devient encore plus grande à partir du moment où on a les moyens de la faire. Donc voilà, après on parle de ces levées-là qui font 100 ou plus de 100 millions de dollars, mais en fait, il faut voir qu'avant cela, il y a beaucoup de levées beaucoup plus petites. Notre première levée, c'était déjà entre moi et les associés cofondateurs. Ensuite, donc là, on parle de quelques dizaines de milliers d'euros. Ensuite, on lève 600 000 euros. Ensuite, 1,2 million. Ensuite, 10 millions. Ensuite, 100 millions. Ensuite, 200 millions. Enfin, je veux dire, ça vient pas, ça vient pas du jour au lendemain d'être capable d'une part, d'être capable d'attirer des capitaux aussi importants. D'autre part, d'avoir la structure pour les absorber. Parce qu'il ne s'agit pas juste de lever beaucoup d'argent si on ne sait pas comment le dépenser. Donc, il faut déjà avoir les process en place pour pouvoir absorber cet argent-là et le dépenser de la manière la plus optimale, la plus efficace possible pour la croissance de la société. Devenir une licorne en soi, c'est plutôt marrant parce que c'est jamais un but. Peut-être que maintenant ça devient un but, mais je sais pas. Nous à l'époque, c'était pas du tout ça l'idée. On se dit d'autres que nous ont remarqué que la société grandit vite et devient grande et avec beaucoup de portée. Oui, c'est une sorte de reconnaissance de la part des gens qui ne sont pas encore dans la société, qui n'ont pas encore compris le service peut-être qu'on est en train de développer, qu'effectivement, on est sur quelque chose d'assez massif. Je commence à y voir plus clair. En France, on a des startups, on a de l'argent, mais les deux ont encore un peu de mal à se rencontrer pour pouvoir créer les grandes valeurs tech de demain. C'est un vrai défi pour les entreprises françaises, car j'ai cru comprendre aussi, en discutant avec David Barrault, rédacteur en chef aux Échos, qu'en France, elle partait avec quelques handicaps. On a besoin de faire émerger en France des startups. Il faut quand même reconnaître déjà au départ qu'il y a des barrières naturelles qui jouent contre nous. On est à la fois un petit pays, on est un pays très ouvert, peu protectionniste, donc forcément un groupe qui naît aux États-Unis, une start-up qui peut se développer sur un marché intérieur gigantesque, va générer un retour sur expérience et des économies d'échelle qui font qu'elle pourra demain se développer en France très facilement. Donc on part avec des inconvénients et des handicaps. C'est sûr, je ne pense pas qu'on en sera capable un jour en France de développer le nouveau Google ou le nouveau Facebook. Il faut être réaliste. Ceci dit, il y a sans doute des niches, des marchés sur lesquels on peut développer des entreprises. Souvent, celles qui réussissent d'ailleurs sont celles qui réussissent sur des marchés qui n'intéressent pas les Américains. Blablacar se développe parce que le covoiturage aux États-Unis, où tout le monde peut avoir une bagnole à partir de 16 ans,
c'est pas un problème. Donc je pense qu'on peut avoir des entreprises qui se développent en France. On a des atouts, on a plein de compétences et on est dans un pays dans lequel il y a encore plein de petits problèmes à régler et le rôle d'une start-up, c'est de régler un problème souvent. On le voit avec Doctolib. Doctolib, ils sont là pour aider les gens à prendre des rendez-vous. Ils ont trouvé une solution simple, ils se développent et aujourd'hui, ils sont sans doute numéro 1 européen, c'est sûr, et peut-être même numéro 1 mondial dans l'assistance à apporter aux médecins. Peut-être que le savoir-faire qu'ils ont créé là, ils seront capables demain de l'exporter aux États-Unis. Moi, je n'exclus pas que Doctolib devienne une start-up, un grand groupe qui se développe aux États-Unis. Le risque, c'est pas tellement que le financement soit américain, le risque, c'est plutôt qu'il soit racheté par Google dans 6 mois ou dans 1 an parce que leur business model est super attractif. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce que peut faire l'État pour aider la Startup Nation, comme on l'appelle, à grandir et à rester française ? Déjà, moi je dirais que c'est pas un problème, c'est même génial que les étrangers viennent dépenser leur argent chez nous. Je veux dire, ça nous prive de rien, ils viennent apporter des fonds pour aider nos entreprises à croître. Je préfère à la rigueur voir des fonds étrangers, comme on dit, investir en France pour aider les startups françaises à se développer, que de voir des financeurs français aller dépenser leur pognon ailleurs pour aider des entreprises ailleurs à se développer. Pour moi, c'est un faux problème. Le capital, il est mondial, il est fluide. Bon, alors c'est vrai qu'au final, le retour sur investissement, si un jour cette start-up devient une entreprise multimilliardaire, les investisseurs qui capteront le plus gros retour sur investissement seront peut-être des investisseurs étrangers. Mais à la rigueur, pour la création d'entreprises, la création d'emplois, le dynamisme de notre économie, ça ne change pas grand-chose. Ça prouve qu'ils trouvent que notre pays est attractif et qu'ils ont envie d'investir ici. Merci David Barou, merci également à Frédéric Mazzella, fondateur de Blablacar, à Guillaume Brégeras et à Anne Driff de m'avoir accompagné tout au long de ce voyage au pays des licornes. La story, le podcast d'actualité des Échos, c'est fini pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Nina Almberg avec Jean-Philippe Louis et Michel Varnet. Vous pouvez nous écouter et vous abonner sur toutes vos applications de podcast préférées. Pour l'info en temps réel, c'est sur leséchos.fr.